tout d'abord, je vais ne pas parler uniquement des produits cosmétiques, ce sera la fin de mon exposé, mais comme il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je pense qu'il y a des parties de l'exposé que je pourrais passer assez rapidement. Notamment la toute première qui avait pour objectif de rappeler la différence entre danger et risque. Bien savoir de quoi on parle quand on parle d'un danger et d'un risque, que ce qu'il faut retenir, c'est qu'un risque, c'est la conjonction d'un danger et d'une exposition. Ensuite, pour illustrer quelques exemples assez connus, le danger, ça peut être une tempête, et le risque, c'est des noyades, pollution ou perte de bateau. Bien distinguer les deux choses. Je ne vais pas revenir sur la définition de la toxicité, puisque il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, mais j'en ai pris une très ancienne, qui est celle de Fabre-Truot, qui date de 1954, qui montre un petit peu qu'est-ce qu'on prend en considération quand on veut évoquer la toxicité. C'est une substance qui est toxique lorsque, après pénétration dans l'organisme, par quelque voie que ce soit, à une dose relativement élevée ou en une ou plusieurs fois très rapprochées par petites doses longtemps répétées, elle provoque immédiatement ou à terme, de façon passagère ou durable, des troubles d'une ou plusieurs fonctions de l'organisme, pouvant aller jusqu'à la suppression complète et amener à la mort. Donc on voit que cette définition est intéressante parce qu'elle est relativement complète et on verra tout à l'heure l'importance des différents éléments. Alors on vous a déjà parlé de Paracelse ce matin, donc je vais passer rapidement, sauf que j'ai fait l'effort de trouver la citation originale qui était non pas en latin mais en allemand, parce que lui avait l'habitude de plutôt utiliser l'allemand que le latin. Mais surtout, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de Paracelse? C'est parce qu'à l'époque, donc effectivement, pour lui, seule la dose faisait le poison. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement remis en cause à partir de 1991, avec la notion d'introduction de perturbations endocriniennes par Theo Kolberg, qui a été une des premières à justement intégrer ce concept et la réuni une quinzaine de scientifiques où ils ont évoqué ces aspects. Ici, on regarde donc effectivement, ça a été repris un peu plus récemment, en 2012, enfin 2013, dans le monde science, la seconde mort de l'alchimiste Paracelse, où il est évoqué que sa célèbre formule en fait est rendue caduque par les perturbateurs endocriniens, pour lesquels il était montré que même à de très faibles doses, il peut y avoir des pathologies qui se développent et donc des effets délétères sur la santé. Donc je ne vais pas développer tout ce qui est perturbation endocrinienne, simplement ici je vous ai rappelé que le système endocrinien comprend à la fois tout l'ensemble des organes qui possèdent une fonction de sécrétion d'hormones, qui peut aller du cerveau au rein, au pancréas et au système reproducteur. Donc on voit que plusieurs cibles existent et que derrière, quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est généralement, alors là j'ai repris la définition de l'ANSES, qui est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et qui possède des propriétés susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne. Quand on parlait tout à l'heure d'exposition ou de présence de produits dans notre entourage qui comprennent ou qui possèdent des propriétés de perturbateurs endocriniens, ici je vous ai donné quelques exemples. Pour le bisphénol A, le biberon qui avait été à la base de la polémique, mais on a vu qu'on le retrouve bien dans d'autres endroits, notamment ces fameux tickets de caisse thermosensibles. Le perchloréthylène, des dioxines qui étaient émises par l'industrie, qui continuent à être émises, mais il y a des gros efforts de consentis sur les traitements. Les plastifiants tels que le DEHP dans les jouets, les PCB sur lesquels j'en reviendrai tout à l'heure, et puis l'acroléine qui est dans les... on parlait tout à l'heure de cigarettes, là maintenant c'est des e-cigarettes qui comportent d'autres perturbateurs. Donc le système, le fonctionnement, comment agissent ces perturbateurs endocriniens, ils peuvent mimer l'action d'une hormone, empêcher une hormone de se fixer à son récepteur ou perturber la production et la régulation de ces hormones. Donc on voit là encore qu'il y a différents effets possibles et mon objectif c'est de vous montrer quelques exemples. Donc un des premiers exemples, puisqu'on m'avait demandé de parler d'impact sanitaire et d'impact environnemental, je vais commencer par une molécule qui a eu un impact sanitaire et qui est le diéthylbistérol, qui est mieux connu sous le nom de DES ou distilbène. Donc c'est une molécule qui est synthétisée en 1938 en Grande-Bretagne et qui était utilisée à l'époque pour la survenue, éviter la survenue de fausses couches et donc permettre à des femmes de pouvoir avoir des enfants. Son utilisation entre 1940 et 1971, c'était aux États-Unis. Elle s'est arrêtée en 1971 parce qu'il y a eu une interdiction. En France, c'est de 1950 à 1977. L'interdiction était un peu plus
tardive. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution historique de la perception de la dangerosité d'une molécule et des bienfaits qu'elle pouvait éventuellement apporter. Donc là, j'ai reproduit deux choses. Un document qui date de 1939, donc c'était juste un an après la découverte de cette molécule, et ça c'était en France la revue Le Progrès Médical qui insistait sur le fait que cette molécule était beaucoup plus active et beaucoup moins coûteuse que la folliculine qui était la molécule utilisée à l'époque. Donc on vantait les bienfaits de cette molécule. Et puis en 1957, donc là aux États-Unis, c'est une publicité qui forcément attendrie, puisqu'on voit un bébé, et vraiment, oui, cette molécule va permettre de pouvoir avoir des enfants, donc consommer. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette molécule a eu des effets délétères, et donc quelques chiffres pour montrer l'ampleur des dégâts causés par cette molécule, rien que pour les données françaises. Donc en France, il y a 200 000 femmes qui ont été concernées par un traitement d'Istibel entre 1950 et 1977. C'est ce qu'on appelle la première génération DES ou les mères DES. Et puis ensuite, ces mères ont eu des enfants. Et donc 160 000 enfants ont été exposés in utero et sont nés suite à l'utilisation de cette molécule. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la deuxième génération. C'est des personnes aujourd'hui âgées entre 40 et 67 ans en France. Et puis, les petits-enfants, donc qui eux n'ont pas été directement, a priori, concernés par cette molécule, sont aussi pris en considération dans une étude qui a été conduite en France sur justement les 3 générations de Distilbène. Et là, cette 3e génération, c'est des personnes qui auront moins de 47 ans en 2017. Juste ici, pour montrer l'évolution des traitements, donc on voit le début des traitements en 1950 en France, avec un pic dans les années 70. Et puis à partir de l'interdiction 77, on est un peu sur la queue de la comète, parce que même si la molécule est interdite, certaines femmes ont encore pu profiter ou avoir accès à ce traitement, avec les conséquences qu'on va voir juste après. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette molécule? C'est surtout à cause des effets qui ont pu être constatés. Sur les mères, on a constaté un risque du cancer du sein qui était augmenté de 35%. Et puis ensuite des taux de dysplasie du col de l'utérus ou du vagin multipliés par 2. Sur leurs enfants, on a constaté un risque du cancer qui était multiplié par 2 chez les femmes et des anomalies génitales et des effets psychiques. Et pour la 3e génération, donc les enfants, enfin les petits-enfants des femmes qui ont été traitées au DES, les petites filles a priori n'ont pas d'anomalie génitale. En tout cas, les résultats de l'étude montrent qu'il n'y en a pas. Les petits-fils, eux, ont une ouverture de l'urètre dans la face intérieure, donc une pathologie qui est multipliée par 4, et puis autrement, pour à la fois les garçons et les petits-enfants, filles et garçons, une obstruction de l'ésophage et des malformations cardiaques, et puis éventuellement des infirmes moteurs cérébraux. Et donc là on voit qu'une molécule qui a été prise par une génération a des répercussions sur 3 générations. Alors il y a des choses comme ça qui ont été aussi observées, tout à l'heure on parlait de l'agent orange. Effectivement, il y a eu des aspects comme ça qui ont été observés chez les Vietnamiens, où une 3e génération de personnes qui n'ont pas été exposées à l'agent orange, plus précisément à la dioxine qui était présente dans l'agent orange, développent des pathologies liées à cette molécule. Donc on voit qu'il y a un transfert des pathologies. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est plus dans mon domaine de compétence, donc qui est l'impact environnemental, avec là encore un marqueur dans la prise de conscience de l'impact environnemental, qui est l'ouvrage Silent Spring en 1962, qui est écrit par Rachel Carson. Donc, dans ce livre, elle essaie de sensibiliser aux effets que peuvent avoir des molécules sur des espèces qui n'étaient pas leur cible. Et là, en l'occurrence, elle avait choisi les oiseaux. Donc là, j'ai reporté la toute première phrase du livre où elle évoque le fait que ce printemps silencieux est dû à la perte de biodiversité en termes d'oiseaux dont on n'entend plus les cris. C'est ça qui a donné le titre de son ouvrage. Et à l'époque, elle mettait en exergue le DDT. Et donc, ce qu'elle a évoqué, c'est les effets négatifs de certains pesticides sur l'environnement, et plus particulièrement sur les oiseaux. Donc, on voit ici la molécule de DDT, qui en fait avait une incidence sur la fragilisation des coquilles d'œufs, et donc les oiseaux n'arrivaient plus à leur terme, et donc une disparition. Donc là, c'est les différents types d'oiseaux qui étaient évoqués dans l'ouvrage et qui disparaissaient. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir à l'époque, quand cette molécule était sortie sur le marché, quelle était la perception et comment elle était promue. Donc ici, DDT is good for me, et on voit toutes les applications possibles. Donc là, ici,
il y a des fruits et légumes, il y a la ménagère, il y a les vaches, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la base, cette molécule, c'est une molécule qui était surtout utilisée à des fins militaires. Et on se rend compte que ici, la molécule, donc en 1946, est devenue disponible pour les civils. Et c'était encore pour nous, regardez maintenant, l'armée vous apporte les bienfaits de cette molécule. On voit déjà que là aussi, à l'époque, il y avait des choses assez surprenantes et une prise de conscience qui a commencé en 1962. Et puis, donc en 1972, il y a eu l'interdiction de cette molécule et on a constaté quand même une réaugmentation des espèces, de certaines espèces aux États-Unis. Un autre exemple que je voulais vous présenter, qui est le diclofénac. Le diclofénac, c'est une molécule qui a été synthétisée un peu plus tardivement, en 1973, et qui donc est un anti-inflammatoire, qui présente quelques effets indésirables, mais qui sont essentiellement digestifs et qui sont assez communs aux différents types d'anti-inflammatoires. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu un cas, c'est l'histoire du diclofénac en Inde. Parce qu'en fait, le diclofénac en Inde, on va voir comment il a été utilisé à quelle fin. L'Inde a pas mal de bovins, puisque là, c'est de l'ordre de 500 millions de vaches, et sur ces 500 millions, seulement 4% terminent en boucherie. Donc ça veut dire qu'à côté de ça, il faut trouver un équarrissage naturel pour toutes les carcasses de ces bovins qui meurent, et cet équarrissage, il est possible par la présence de vautours. En tout cas, en 1980, en Inde, il y avait le vautour shogun. Il y avait plusieurs millions de vautours shogun. Et ces vautours, donc, permettaient de nettoyer ces carcasses et avaient un rôle d'équarrisseur naturel. Et puis, il se trouve qu'il y a eu un changement de démarche et de pratique en Inde en 1991. On a commencé à traiter le bétail avec diclofénac, donc les anti-inflammatoires, pour le bienfait et la bonne santé de ce troupeau. Seulement, ce qu'on a constaté, c'est que derrière, 10% des carcasses étaient contaminées au diclofénac. Et ces 10% de carcasses contaminées au diclofénac ont une incidence sur la population de vautours shogun qui est très sensible à cette molécule. Et donc, de tout à l'heure, de plusieurs millions de vautours en 1980, en 2007, il n'y avait plus que quelques milliers d'espèces, dont certaines ont disparu à plus de 99%. Uniquement dû au diclofénac. Et une étude avait montré que seulement si 1% des carcasses avaient été contaminées, ça aurait suffi à avoir le même risque d'extinction. Mais, effet collatéral, puisqu'il n'y a plus de vautours pour nettoyer ces carcasses, ça a permis que d'autres charognards se développent, et en Inde, c'était les chiens. Il y a actuellement 18 millions de chiens errants qui jouent ce rôle d'équarrisseur, avec derrière une problématique de développement de la rage. La rage s'est beaucoup plus développée liée à la présence de ces chiens, et parmi les victimes de cette rage, près de 70% d'enfants. Enfin, 70% des personnes qui ont développé la rage sont des enfants. Puis, autre effet environnemental, c'est qu'une partie de ces carcasses sont parfois éliminées directement dans les cours d'eau, avec derrière des transferts de maladies hydriques et autres. Cependant, un bilan économique pour l'Inde, 34 milliards de dollars, dû à cette problématique de traitement et de disparition, et derrière de solutions à trouver pour éviter les transferts, les problèmes. Alors la solution, elle existe, en tout cas elle a été découverte, c'était la substitution du diclofénac par une autre molécule. Donc le diclofénac a été interdit en Inde, Pakistan en 2006. Et elle a été remplacée, en tout cas pour le traitement des bovins, par le méloxicam, qui jusqu'à aujourd'hui, parce que ça ne fait pas suffisamment longtemps que c'est étudié, a priori n'a pas du tout le même impact sur les vautours, puisque les oiseaux, là, sont beaucoup moins sensibles à cette molécule qu'au diclofénac. Un autre cas de molécules qui ont fait l'histoire, en tout cas, c'est les PCB, les polychlorophénol. Pourquoi je vous les évoquais? Parce qu'eux présentent à la fois un impact sanitaire et environnemental. En ce sens que cette molécule donc, a été synthétisée en 1881 en Allemagne, que sa production à des fins, on va dire, purement industrielles, maîtrisées, est connue entre 1930 et 1995. Les chiffres évoluent entre 1 million et 1,5 million de tonnes produites à des fins industrielles. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette molécule était autant utilisée? C'est parce qu'elle avait des propriétés à la fois dans des liquides de refroidissement, mais aussi des propriétés électriques de thermoconducteur et isolant, donc on l'utilisait dans les transformateurs. Donc là, vous avez
une photo de transformateur au pyralène. C'était un des grands usages au niveau industriel. Et puis donc cette molécule, dès 1930, sa toxicité était reconnue. Ça c'est une étude de Drinker et al. Et puis à partir de 1979, elle était interdite en certains usages, notamment par les Nations Unies pour tout ce qui était encre et adhésif. On continue quand même à pouvoir utiliser cette molécule dans certains pays. En 1983, en France, une interdiction de vendre cette molécule ou d'acquérir et de mettre sur le marché des appareils contenant des PCB. Et derrière, il y a eu plus de 2 plans successifs qui ont été mis. Un premier plan national qui visait à une décontamination des transformateurs au PCB, entre autres. Et puis depuis 2008, un nouveau plan d'action a été mis en œuvre. Alors, à titre indicatif, à partir de 2003, on a constaté parfois une augmentation des PCB dans les sédiments qu'on avait dans les réseaux d'assainissement, simplement parce que les gens vidangeaient les PCB directement dans le réseau d'assainissement pour pouvoir se débarrasser des transformateurs qui étaient des métaux, donc c'était plus facile ensuite à les revendre. Donc c'est encore un effet collatéral. Donc pour montrer un petit peu la dangerosité des PCB à la fois sur l'environnement et sur les personnes, un exemple, c'est, on a parlé de Monsanto ce matin, on en parle souvent, mais Monsanto était déjà dans l'œil du cyclone pour les PCB dès 1929, puisqu'il avait une usine de production de PCB à Anniston aux États-Unis, et donc entre 1929 et 1971, 300 000 tonnes ont été produites, et cette production a entraîné le rejet de 810 tonnes déversées dans les canalisations, donc qui allaient directement vers le milieu naturel, et puis 32 000 tonnes qu'il a fallu gérer, qu'on épandait à ciel ouvert. Et en 1969, on a constaté des contaminations de poissons, dès 1969, avec des concentrations. Alors, j'avais trouvé un premier chiffre qui était de 7500 fois la dose autorisée, et après j'en ai trouvé d'autres qui étaient plus entre 50 et 100 fois le niveau autorisé à l'époque. Et donc en 2003, il y a eu un procès où là, Monsanto était condamné, et ils ont dû verser 700 millions de dédommagements, 700 millions de dollars de dédommagement à 20 000 personnes. Donc là, vous avez sur la gauche le site de Monsanto, et puis derrière, tous les endroits où on a repéré des niveaux élevés de PCB, et à côté, quelques extraits de revues de presse de l'époque. Mais les PCB ont aussi été produits en Europe, notamment en Slovaquie, dans une autre usine malheureusement assez réputée, qui est pour l'industrie Alkenco, où là, la production s'étend en date de 1959 à 1984, elle était un peu moins importante qu'aux États-Unis, presque 22 000 tonnes, mais là, 1600 tonnes de déchets ont dû être gérés. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'aux alentours, donc ici, vous avez l'usine, et là, vous avez 2 zones qui sont le district de Stropkov et de Mikhailovice, où là, on a constaté des contaminations à la fois des sédiments, des sols, mais aussi des cours d'eau, avec derrière des effets délétères sur la population et surtout l'environnement. Donc là, les effets reconnus sanitaires des PCB, donc des effets cutanés et oculaires, notamment des chloracnées, des effets sur le développement mental des moteurs, sur le système immunitaire, système endocrinien et sur le système reproductif. Donc maintenant, je vais terminer mon exposé en vous parlant des produits cosmétiques. Et donc là, j'ai repris une définition, cette fois-ci, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, où ce qui est intéressant, je ne vais pas passer de temps sur la notion de risque et danger, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas de risque, mais de danger. Donc c'est un peu surprenant dans cette définition. Mais surtout, ce qui est intéressant par rapport aux produits cosmétiques, c'est qu'on a quand même une information. Là, le consommateur a une information. Sur l'emballage, vous avez la proposition des produits qui sont présents, sachant qu'ils apparaissent dans l'ordre du plus concentré vers le moins concentré. Donc là, il y a quand même des informations de disposition. Donc moi, je vais vous parler d'une famille de composés qui sont utilisés dans l'industrie cosmétique, que sont les parabènes. Alors leur nom scientifique, ce sont les esters d'acide parahydroxybenzoïque. Et les plus connus sont le méthylparabène, l'éthylparabène et le propylparabène. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on les utilisait dans l'industrie cosmétique. Je dis on les utilisait parce que vous allez voir que leur utilisation a beaucoup réduit sur les 10 dernières années. Ce sont des conservateurs, essentiellement. Mais en fait, quand on parle de parabènes, on fait référence à un secteur d'activité qui est la cosmétique. Alors que les parabènes, on verra tout à l'heure qu'ils ont été montrés du doigt dans l'industrie cosmétique, mais il faut savoir qu'on continue à être exposé aux parabènes à travers d'autres usages.
D'une part, donc dans l'agroalimentaire, où ce sont des conservateurs, qui sont les E214 à E219. Il y en a un qui interdit désormais le E216. Et dans l'industrie pharmaceutique, là on parle de para-hydroxybenzone de méthyle, c'est-à-dire qu'on revient sur le nom trivial de la molécule. Donc c'est trois secteurs d'activité, 3 noms différents pour les mêmes molécules. Donc ça peut un peu perturber le consommateur. Là, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, c'est beaucoup dans les sirops contre la toux qu'on les retrouve. Alors, une petite histoire des parabènes. Donc, en 1924, on a constaté l'action antimicrobienne des parabènes. Donc, ça a permis le développement de l'utilisation de ces parabènes dans l'industrie cosmétique sous forme de mélange. C'est-à-dire que souvent, on les retrouvait à la fois entre méthyle, propyle et éthylparabène parce que les trois avaient des spectres d'action différents. Et donc là, les industriels ont proposé donc, 2 types de réponses. Et ce qu'on constate, c'est que suite à cette émission, donc, qui est en 2005, dès 2006, on voit ici, là, le pourcentage, c'est les nouveaux produits cosmétiques qui sortent sur le marché, année après année, et qui contenaient des parabènes. En 2006, on était à près de 25%, c'est un produit sur 4 contenait des parabènes. Aujourd'hui, on est à moins de 5%, même à moins de 2%. C'est-à-dire que les nouvelles formulations ne contiennent plus de parabènes. Et tout ça n'est pas dû à une interdiction quelconque, et ça, ce sont que des données en France. C'est dû à cette émission envoyée spéciale qui a vraiment créé une grosse polémique autour des parabènes. Et donc, les solutions qui ont été proposées par les professionnels étaient de 2 types. Soit on proposait une solution sans parabènes, c'est ce qu'a fait par exemple L'Oréal très rapidement, qui a beaucoup communiqué sur le sans parabènes. Et puis d'autres ont dit, ben, nous, on n'a pas trouvé d'alternative aux parabènes, donc on va plutôt proposer des gammes bio. C'était le cas d'Yves Rocher. Sauf que Yves Rocher, très vite, au bout de 3 ou 4 ans, a eu des pertes de marché parce que ces produits ne moussaient plus. Donc ils ont abandonné leur gamme bio et sont comme les autres, ils sont devenus avec du sans parabènes. Donc ils ont aussi retiré les parabènes de leur formulation. Et donc, si on a retiré les parabènes, il a bien fallu les remplacer. Donc là, on parle de substitution. Et là, la substitution, ici, vous avez toute la liste des molécules qui sont utilisées dans la substitution. Et on voit clairement une tendance complètement inverse de celle que je vous ai montrée tout à l'heure dans les parabènes. Puisque en 2006, il y avait moins de 5% de produits qui contenaient ces substituants. Et petit à petit, on tend vers des 15-20% pour certains d'entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, donc là, parallèlement à cette démarche qui était une démarche industrielle, où les pouvoirs publics ne sont jamais intervenus, nous on s'est posé la question en labo, donc on a lancé un projet qui s'appelle Cosmeto, sur, mais finalement, qu'est-ce qui a fait que nous, consommateurs, on se décide à aller vers le sans parabènes. Donc dans ce projet, il y a à la fois des sciences humaines et sociales, mais aussi des mesures de l'état d'imprégnation du milieu urbain par les parabènes. Donc une synthèse, puisqu'il fallait que je fasse vite, de résultats. Ici, donc, vous avez différentes molécules, méthylparabène, éthylparabène, propylparabène, et puis 2 autres molécules qu'on voulait regarder, parce qu'en fait, en Europe, et plus spécifiquement en France, on a un problème avec les parabènes. Aux États-Unis, c'est avec le triclosan. C'est-à-dire que quand vous prenez le rapport sociétal de L'Oréal, la même année, quand ils ont vanté les produits sans parabènes, c'était le rapport en français. Le rapport en anglais n'était pas une traduction du rapport en français, parce que là, les parabènes n'apparaissaient plus, c'était triclosan qui était évoqué. Donc on a regardé toutes les familles. Et ici, vous avez en fait cet déversoir d'orage, c'est-à-dire quand il y a des problèmes de forte pluie, eh bien, une partie des eaux usées se mélange aux eaux pluviales et sont rejetées directement dans le milieu récepteur. Là, vous avez les rejets de steppe, et puis ici, c'est surtout là où je voudrais faire un focus, c'est entre à l'amont et à l'aval de Paris. On a essayé de regarder l'impact de l'agglomération parisienne sur le niveau de contamination au parabène de la Seine. Donc, si vous regardez pour toutes les molécules, à l'exception du triclosan, du triclocarban, parce qu'on est sur des concentrations relativement faibles, que ce soit pour les 3 parabènes, alors que c'est des mesures qui ont été faites aujourd'hui, c'est-à-dire une période de moins en moins de parabènes présents dans les produits, on voit une augmentation très significative des niveaux entre l'amont et l'aval de la région parisienne. Et parallèlement à cette étude, parce que les parabènes, ça a quand même fait beaucoup bouger, l'Agence française de biodiversité, qui à l'époque s'appelait l'ONEMA, a lancé une étude avec à la fois l'INERIS et Aquaref sur le niveau d'imprégnation des rivières françaises par les parabènes, puisque ce ne sont pas des molécules réglementées, mais ils se sont quand même intéressés à ces molécules. Et donc derrière, ils ont fait des mesures sur, ici je vous ai mis le nombre d'échantillons, sur 336 échantillons de rivières, une vingtaine de lacs et 80 rivières, mais à proximité du littoral.
Et ce qu'on a constaté, c'est que finalement, sur l'ensemble des échantillons, 99% étaient contaminés par les parabènes. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, on s'y intéressait pas, mais dès lors qu'on a commencé à les mesurer, on a constaté qu'ils étaient ubiquistes dans toutes les rivières françaises. Donc là, ça a interpellé. Le principal substituant des parabènes, c'était la méthylisothiazolinone et la chlorométhylisothiazolinone. Et en fait, c'est une fausse bonne idée. Parce que on a constaté que cette molécule, donc, qui a commencé à substituer les parabènes à partir de 2005 et 2010 de façon régulière, dès 2017, donc 7 ans après, elle est déjà interdite dans certaines formulations parce qu'on a constaté des effets sur l'organisme. Et donc là, on a vu très récemment qu'il y avait encore des produits qui en contenaient. Donc là, on voit l'évolution, mais surtout, ici, les effets. Puisque ça... Alors bon, j'ai pris forcément une photo qui est un peu remarquable. Là, c'est quelqu'un qui est dans une usine de fabrication de méthylchlorothiazolinone. En fait, ces deux produits sont souvent en mélange. Et c'est le mélange qui va conduire à des effets d'eczéma et d'allergie. Et cette molécule donc, va déjà être interdite dans certains produits. Alors après, on peut trouver d'autres solutions qui seraient aller vers des nouvelles pratiques. Et donc, c'est ce qu'on évoquait avec d'autres intervenants ce matin, une plus grande sensibilisation à notre environnement et les produits qu'on utilise. Il faut aussi faire attention aux messages qui peuvent s'avérer anxiogènes ou mal interprétés. Donc là, j'en ai repris 2 de l'ULC Que Choisir, qui régulièrement, un peu comme dans la presse, a des marrons, qui revient sur des reportages. Et donc là, c'est les ingrédients indésirables dans les cosmétiques. C'était un dossier. J'en ai pris un autre, donc c'était les produits cosmétiques, donc les fiches des molécules toxiques à éviter, il y en a une vingtaine. Donc là, c'était en 2017, donc c'était assez récent. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la fin de la méthylisothiazolinone dans les cosmétiques sans rinçage, c'est-à-dire type crème et autres, alors que c'est encore autorisé, donc, si vous en retrouvez dans vos produits, c'est normal, dans tout ce qui est produit avec rinçage, donc gel douche et autres. Mais autrement, c'est interdit. Donc on voit que cette molécule, là, la réglementation et les pouvoirs publics sont intervenus très rapidement, alors que les parabènes ne sont toujours pas interdits. Enfin, donc, autre possibilité, c'est une meilleure information vers le consommateur. Moi, c'est ce pourquoi je milite. En élargissant la démarche que j'évoquais tout à l'heure, qu'on appelle la démarche INCI des produits cosmétiques, c'est-à-dire que sur l'emballage des produits cosmétiques, vous avez les différents produits qui sont intégrés dedans, et se poser la question. Par exemple, regardez vos détergents que vous utilisez, ou vos produits vaisselle, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans, sauf s'ils contiennent de la méthylisothiazolinone, la chloroisothiazolinone. Et donc là, moi, au labo, j'ai une petite lingette qui est vendue comme étant une lotion calendulage. Je me suis amusé à regarder un peu plus précisément ce que ça contenait. Alors là, pour le coup, je suis sûr qu'il n'y aura pas de micro-organismes qui vont se développer, puisque ça contient tous les parabènes. C'est la première fois que j'en voyais autant. Et en plus, donc là, vous les avez, hein, méthyle, butyl, éthyle, propyl, isobutyle. C'est-à-dire que d'habitude, il n'y en a que 3, là, il y en a 5. Mais en plus, ça contient aussi le phénoxyéthanol, le sodium benzoate, qui sont des substituants parabènes. Donc là, je peux vous assurer que c'est stable. Donc voilà, je vous remercie.